Bon, ben, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à la Coréade et merci à Margot, bien sûr, pour cette organisation. Alors, je vais commencer cette journée en mettant un petit peu les pieds dans le plat et en abordant tout de suite, effectivement, la question des données probantes sur les interventions pour la santé des populations. Donc, c'est une thématique, c'est un objet qui n'est pas spécifique aux addictions, mais qui, bien sûr, concerne tout à fait ce champ-là de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, juste un mot, Shona le disait, moi je suis ingénieure d'études en santé publique dans l'équipe Évidence, une équipe hospitalo-universitaire dirigée par François Alla et Linda Cambon, et qui travaille sur la recherche interventionnelle pour la santé des populations, à la fois donc sur des projets de recherche, mais également des projets de transfert de connaissances, d'aide à l'action et d'aide à la décision. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille et qu'on développe une réflexion sur les données probantes dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Alors, si je vais essayer de passer mon diaporama, ça fonctionne? Bon, parfait. Alors, on y va. Je vous propose voilà, qu'on s'immerge un petit peu dans cette thématique des données probantes. Alors, d'abord, de façon un petit peu décorrélée de la santé publique, de la prévention et de la promotion de la santé, parce qu'il me semble intéressant de faire un petit pas de côté sur comment je vais dire, l'histoire qui a amené à travailler cette question-là aujourd'hui. Alors, c'est un sujet d'actualité, c'est certain, hein. Vous entendez pas parler de données probantes en santé publique, en PPS, de façon très euh, fréquente, on va dire, parfois insistante en ce moment. Alors pour certains, hein, la donnée probante, les données probantes, c'est un peu le Graal, l'objectif ultime qu'il faut produire ou qu'il faut toucher du doigt en prévention, en promotion de la santé. Pour d'autres, ça donne des poussées d'eczéma et ça se comprend. On va essayer de déblayer un petit peu ce terrain-là pour voir finalement de quoi on parle, de quoi on devrait parler et qu'est-ce qu'on peut manipuler dans ces données probantes. Alors, sujet d'actualité, oui, mais pourtant, ce n'est pas une question récente du tout, hein, cette question des données probantes. Dans la politique publique, de façon générale, en santé publique, de façon un petit peu plus spécifique, et enfin en prévention et en promotion de la santé, ce qu'on voit, c'est que la notion même de données probantes est finalement assez difficile à balayer, assez difficile à délimiter, mais elle est dans la littérature très liée à des enjeux très pragmatiques. En réalité, on n'est pas du tout sur un élément, sur des termes conceptuels, on est vraiment sur quelque chose de très ancré dans les pratiques. Et quand on parle de données probantes, finalement, c'est qu'on veut des preuves, enfin, synonyme de la donnée probante, ça serait la preuve, avant d'entreprendre des actions. On voudrait des preuves avant de dépenser de l'argent, notamment l'argent qui provient des fonds publics. Et en fait, on veut l'assurance de prendre les bonnes décisions. C'est ça qu'on cherche quand on cherche la donnée probante. Et on voit que c'est un petit peu finalement le serpent qui se mord la queue, hein. Je vous ai mis une définition là que je trouve assez intéressante de Butcher qui, vous voyez, ne date pas d'hier. Une donnée probante, c'est un fait ou une donnée qui pourrait être utilisée afin de prendre une décision, de prononcer un jugement, de résoudre un problème. Et finalement, c'est une information qui, quand elle est bien utilisée, permet de justifier sa décision, hein. C'est ça, le répondre à une question pourquoi la décision a été prise, eh bien, c'est la donnée probante qui va permettre de répondre à ça. Donc finalement, je vous le disais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Une donnée probante, c'est une donnée pour prendre une décision. On veut une donnée probante pour prendre la décision. La décision peut être fondée sur la donnée probante et on ne sait pas vraiment où ça commence, cette définition de la preuve. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette question de la donnée probante, ça nécessite de poser et de qualifier ce qui fait une bonne décision. À partir du moment où la donnée est liée à la décision, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est une bonne décision? Et en santé publique, en prévention, en promotion de la santé, il y a plusieurs façons, plusieurs approches, on va dire, pour qualifier la bonne décision. Ça peut être choisir l'intervention qui est efficace, choisir l'intervention qui est économe, choisir l'intervention qui est facile, celle qui est acceptable, celle qui est adaptable, adaptée, celle qui est pérennisable, etc. Donc ça nécessite en tout cas de poser le souhait, la visée politique ou la visée sanitaire qu'on veut, avoir en ligne de mire, en tout cas dans la décision de santé publique. Finalement, la preuve, c'est pas une donnée, hein. Les données probantes, c'est jamais une réponse, c'est forcément un assortiment de données qui ont des natures, qui ont des provenances différentes, et je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc les preuves, les données probantes, elles ont
des méthodes de production et elles ont des natures qui ne sont ni consensuelles aujourd'hui, ni constantes dans le temps. Et ça me semblait important de le rappeler, puisque vous êtes confronté à différents positionnements. Vous êtes confronté même à des affrontements qui sont plutôt de nature épistémologique, hein, donc des positionnements sur la nature de la connaissance, sur la nature des savoirs, et qui vous fait parfois, qui vous font vous promener, vous balader dans une direction et dans une autre dans l'utilisation de ces données probantes en santé publique. Et si on regarde au cours du dernier demi-siècle, par exemple, hein, on a plusieurs orientations qui se sont succédées, qui se sont chevauchées ou qui se sont affrontées. D'un côté, vous avez des écoles qui prônent vraiment l'application d'un modèle expérimental strict, hein. Dans cette approche, je ne vais pas le développer, hein, mais on se rapproche du modèle campbellien et l'idée, c'est de donner la priorité aux sciences dures, c'est d'appliquer une logique de laboratoire à l'ensemble de la société. Et c'est ça qu'on va chercher à prioriser, en tout cas à préférer dans les données probantes mobilisées. Et puis, vous avez à l'autre bout du continuum plutôt l'adoption d'une approche pluraliste, d'une approche compréhensive. Et celle-ci, elle s'intéresse plutôt au savoir situé, au savoir expérientiel et à la prise en considération d'un large éventail de points de vue. Et vous voyez qu'on navigue depuis quelques dizaines d'années et encore aujourd'hui entre ces deux pôles. Et finalement, les données probantes souhaitables se situeraient quelque part dans ce mélange, on va dire, entre le modèle expérimental de laboratoire et le modèle situé ou ancré avec le large éventail de données. Finalement, même si elles semblent s'opposer, ces deux approches, elles sont issues de desiderata semblables, hein, de desiderata communs. On cherche à chaque fois à choisir ce qui fonctionne, à répondre aux exigences de performance et à légitimer la prise de décision. Et on choisit simplement, selon ces écoles, des chemins différents pour y parvenir, des chemins différents pour justifier finalement la décision, justifier le choix d'action. Alors, si on resserre un petit peu dans la santé publique et dans la prévention et la promotion de la santé, eh bien, c'est la même chose, hein. On n'est pas du tout indemne de ces différentes hésitations et de ces tiraillements. On n'est pas indemne et d'autant plus qu'on a des caractéristiques dans notre domaine qui accentuent, on va dire, ces hésitations, qui accentuent la difficulté d'approche, de prise en considération des données probantes. La première, c'est que la PPS la PPS et la santé publique n'est pas une discipline en soi, hein, c'est plutôt un domaine, c'est plutôt un secteur à la frontière de nombreuses disciplines, ce qui veut dire qu'on va emprunter dans des paradigmes différents, dans des pratiques différentes, dans des références et des héritages différents, nos modèles, on va dire, concernant la donnée probante, son utilisation et sa production. Et puis, la seconde difficulté qui se présente à nous, c'est quand on travaille sur des interventions pour la santé des populations, sur des interventions de PPS, on travaille sur des objets qui sont complexes, donc des objets qui sont multifactoriels et qui sont influencés par les différents contextes. Donc, on n'a pas de lien simple, on va dire, dans la causalité et dans la définition de la donnée probante. Donc, finalement, on va devoir faire le tri dans tout ça et faire le tri dans les données qui se présentent à nous. Et l'enjeu, ben, ça va être premièrement d'identifier l'attente, hein, c'est de pouvoir poser clairement une intervention comment, hein, quel est l'objectif, c'est une intervention qui quoi. Et puis la preuve, une intervention, elle est bien si ceci, cela. Et là, on va devoir définir aussi le pourquoi. Et généralement, on veut rassembler plusieurs critères et on souhaite, je vous le disais un petit peu, tout à l'heure, à la fois des interventions utiles, efficaces, efficientes, adaptées et pérennisables. Et c'est tout ça qui va devoir être visé, on va dire, dans la construction ou la production de données probantes. Donc, si on rentre un petit peu en prévention et en promotion de la santé, plus particulièrement, là aussi, hein, on voit que tout n'est pas à prouver. Je vous parle de preuves et de données probantes depuis tout à l'heure, mais on n'a plus à prouver que la prévention, la promotion de la santé sont des leviers ou présentent des leviers qui sont essentiels pour l'amélioration de la santé des populations, qui sont essentiels pour la réduction également des inégalités sociales et territoriales de santé. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. Ceci dit, ça n'implique pas que toutes les interventions qui seraient déployées dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé soient de facto, hein, soient forcément bénéfiques à la population. Et c'est là qu'on va rentrer à nouveau dans la question des données probantes. Autrement dit, hein, ce n'est pas parce qu'une intervention s'inscrit dans le champ de la PPS, même si elle est probante, qu'elle ne peut pas être nuisible.
Donc, certaines interventions de PPS, elles vont s'avérer délétères, d'autres, elles vont s'avérer juste inefficaces, et d'autres pas pertinentes parce qu'elles ne répondent pas aux enjeux, aux questions de la décision publique. Alors, on va avoir un développement à la fois de la description, de la production, de l'évaluation des interventions et du processus de sélection qui vont permettre de favoriser finalement, d'encourager les bonnes interventions. Alors en PPS, pourquoi on veut ces bonnes interventions? En PPS comme dans beaucoup d'autres domaines, hein, ben, on veut favoriser, enfin adopter une démarche qui soit plus éthique, c'est-à-dire favoriser des interventions et des politiques qui soient utiles et qui soient efficaces en milieu réel. On veut s'assurer de ça dans la prise de décision. On veut également adopter une démarche de transparence et d'efficience, et ça concerne l'allocation des fonds publics pour la santé publique, hein, c'est de pouvoir justifier également la mise à disposition de moyens publics dans l'action publique. Et puis, il s'agit enfin d'anticiper le transfert, d'anticiper la mise à l'échelle des bonnes interventions pour profiter au plus grand nombre, puisque la politique va s'adresser à la masse et pas au cas particulier. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette perspective-là. Donc, comment concrètement ça se traduit, hein, ces grandes perspectives, on va dire, ces grands enjeux d'utilisation des données probantes en PPS? Eh bien, on va encourager le développement et la production des interventions qui sont potentiellement ou qui sont de façon avérée efficaces et efficientes, donc qui s'appuient sur des données probantes, on va le voir, qui sont viables, je le détaillerai un petit peu plus également, qui sont potentiellement généralisables pour profiter au plus grand nombre, et puis qui sont aussi adaptés à la diversité des contextes, et ça, on va y revenir, appuyer sur des principes, appuyer sur des théories, appuyer sur des modèles de PPS qui, eux, sont éprouvés. Alors, on rentre dans la définition finalement de la donnée probante. Qu'est-ce qu'on entend par donnée probante dans le secteur de la santé publique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait un petit peu consensus, on va dire, dans ces données probantes? Eh bien, on a une idée initiale qui est fréquemment répandue que ces données probantes, elles correspondent en fait à des résultats de recherche scientifique. Alors, c'est vrai, il y a des données scientifiques qui sont utilisées, mais elles ne s'y résument pas. En fait, les données scientifiques, elles constituent vraiment qu'une part du gâteau, on va dire, données probantes en PPS. Et à côté de ces données scientifiques, il y a bien d'autres données qui sont à prendre en considération, ou qui sont prises en considération. Il y a les données qu'on nomme expérientielles ou parfois savoir tacite. Et ces données, elles correspondent aux connaissances qui sont à la fois des connaissances théoriques et des connaissances pratiques qui sont acquises donc au cours de l'expérience, qui sont acquises par l'expertise de terrain, et c'est une source importante de données probantes. Donc on le verra, ces données expérientielles, elles doivent être objectivées, mais elles font partie du panel, on va dire, du groupe de données probantes à mobiliser. Et les données scientifiques et expérientielles sont complétées par une troisième famille de données, qui sont les données contextuelles, et elles, donc, qui se rapportent au contexte, aux organisations, au cadre réglementaire et aux caractéristiques, on va dire, plus précises, aux caractéristiques environnementales ou populationnelles, par exemple, qui touchent l'intervention ou qui touchent le diagnostic territorial à l'initiative de l'intervention. Donc, si on adopte une vue d'ensemble, on voit qu'une démarche fondée sur les données probantes, elle s'appuie nécessairement sur ce triptyque de sources et de nature de données probantes différentes, et que ces natures, cette typologie de données différentes, elles sont complémentaires et elles renvoient à des aspects de l'intervention différentes, donc avec des aspects de la probance ou de l'intervention probante différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser en PPS nécessairement à ces différentes sources de preuves, puisque j'insiste, hein, elles sont toutes essentielles au développement d'interventions provantes en PPS. Eh bien, pour comprendre ça, je vais vous proposer de faire un petit parallèle entre l'intervention médicamenteuse et l'intervention de prévention et de promotion de la santé pour qu'on se situe un petit peu dans ces différences, on va dire, qui régissent un petit peu nos mentalités. Donc, en santé publique, pourquoi je prends le cas du médicament, c'est que souvent, ça a beau être très loin de l'intervention de PPS, ça nourrit nos représentations de la preuve. Et pourtant, ces attributs, on va le voir, sont très différents.
de ceux de l'intervention de prévention et de promotion de la santé. Alors, je fais mes petits parallèles. Dans le cas du médicament, c'est la validité interne qui va dominer. Donc, cette validité interne, c'est un peu jargonique, mais c'est simplement la validité causale, hein. C'est la capacité à montrer des solides preuves d'efficacité. Et cette validité interne, elle implique une neutralisation totale du contexte, puisque le contexte, dans ce cas-là, il est considéré comme pourvoyeur de biais, hein. Donc, on va le mettre à distance du prisme de la focale évaluative. Alors que dans le cas de l'intervention de PPS, les validités internes, externes pardon, et intégratives vont primer. Et donc, celles-ci, elles ne sont plus liées au lien de causalité de la preuve, elles sont liées à la possibilité de généraliser. Donc, de généraliser à d'autres populations, de généraliser à d'autres milieux, à d'autres contextes. Donc là, on ne va pas s'intéresser à la même chose. Dans ce cas, on s'intéresse à la représentativité vraiment de la vie réelle et de ses conditions qui peuvent être très variées. Et donc, dans ce cas-là, la validité externe et intégrative, elle convoque des preuves scientifiques, des preuves expérientielles et des preuves contextuelles nécessairement pour ancrer, on va dire, ces résultats. L'enjeu, c'est donc la réussite ou le succès de l'intervention dans le monde réel, hein, dans le cas de la prévention et de la promotion de la santé, et pas dans un monde expérimental, dans un monde contrôlé ou dans un monde de laboratoire, on va dire, hein, comme c'est le cas pour l'intervention médicamenteuse. Dans le cas du développement du médicament, on respecte une approche strictement descendante, ce qui veut dire qu'on va chercher des preuves d'efficacité en conditions expérimentales, puis des preuves d'efficacité en conditions réelles, puis on va toucher à la dissémination. Alors que dans l'intervention de PPS, on a une approche inverse finalement, une approche ascendante. On va travailler les questions d'implémentabilité, puis de viabilité. Est-ce que l'intervention, elle est pratique? Est-ce qu'elle est abordable? Est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est évaluable? Bref, est-ce qu'elle est en phase avec le milieu, avec le monde réel? Puis une efficacité, donc, en conditions réelles. On va voir si ça fonctionne vraiment, quel résultat est-ce que ça donne au sein de la population, avant d'évoquer un potentiel de transférabilité, de généralisation, puis une dissémination, une décision de dissémination éventuellement si tous les feux étaient au vert. Dans le cas du médicament, c'est le modèle expérimental qui est roi, pardon, donc qui implique un strict contrôle des conditions d'administration. Autrement dit, on est dans une idée de fidélité absolue au protocole. Ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, avec l'intervention de PPS, puisqu'on sera davantage dans une approche réaliste ou dans une approche pragmatique. Celle-ci, elle va être favorisée avec les conditions de déploiement qui font pas l'objet d'un contrôle, mais qui font partie vraiment de l'intervention et de son succès. Donc, ce sont des composantes, ces conditions de déploiement, le contexte, les éléments, on va dire, de perception, qui sont essentiels à prendre en considération dans le fonctionnement de l'intervention. Donc là, la fidélité de l'intervention qui était maîtresse dans le cas de l'intervention médicamenteuse, elle va complètement laisser la place à l'adaptation de celle-ci aux différents contextes, qui sera elle aussi finalement un facteur clé du succès de l'intervention. Et pour le médicament, donc la preuve, c'est d'abord l'efficacité expérimentale, je vous le disais, alors que pour l'intervention, les preuves, elles sont ailleurs, même si l'efficacité fait partie des preuves à recueillir, et elles sont davantage liées aux questions d'implémentabilité, de viabilité ou de généralisabilité de l'intervention. Donc l'efficacité est présente, l'efficacité en conditions réelles uniquement, mais elle ne s'y résume pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme famille de données probantes? Puisque vous l'avez compris, dans notre cas, les preuves, elles sont vraiment multicatégorielles. Alors, on peut distinguer quatre grandes classes, on va dire, de données probantes, quatre familles qui vont correspondre pour nous également à des critères de jugement, finalement, qui sont à considérer dans l'instruction des projets, dans la validation des projets, dans la décision, finalement. Donc, le premier groupe de données probantes qu'on peut identifier, c'est des données qui se rattachent à la pertinence de l'intervention. Et la pertinence, elle couvre en fait plusieurs aspects, mais c'est la capacité de l'intervention à répondre à des besoins qui sont objectivés. Et ces besoins, ils peuvent être identifiés par différentes sources, par différents acteurs, par la littérature scientifique, par la littérature grise, par l'expérience qui est objectivée, par l'expression des bénéficiaires ou des populations ciblées par l'intervention, ou elle peut aussi se retrouver dans l'intégration de l'intervention, de la stratégie d'intervention, dans des politiques publiques, des stratégies publiques plus larges, qui peuvent exister à différentes échelles, hein, qui sont elles-mêmes bâties sur l'analyse des besoins. Donc l'intervention, elle peut s'inscrire dans un maillage territorial
ou être développé au sein d'un dispositif local existant également. En dehors de la pertinence de l'intervention, on pourra parler du second groupe qui renvoie au respect des bonnes pratiques en PPS. Et ces bonnes pratiques, je vais pas les lister à l'après-vert, hein, mais ils englobent à la fois des principes éthiques, très classiquement, hein, qui sont regroupés sous la bienfaisance, la malfaisance, la non-malfaisance, pardon, l'autonomie, l'impartialité et la justice sociale. On pourra en reparler, qui sont déclinables très concrètement, hein, dans les projets de PPS. Mais c'est aussi des principes interventionnels propres à la prévention et à la promotion de la santé, comme une approche globale, une approche compréhensive, une approche participative, positive, expérientielle. Et puis, c'est aussi des questions de légitimité de la structure porteuse et des compétences des intervenants en prévention et en promotion de la santé, légitimité qui peut être acquise par la formation comme par l'expérience. Le troisième groupe, il s'intéresse, il se réfère à la validité de l'intervention. Et là, c'est assez vaste finalement, puisque la validité, elle peut concerner plusieurs aspects, à la fois l'efficacité et le modèle logique de l'intervention, hein, le modèle logique qui permet de relier les activités aux effets escomptés en expliquant les mécanismes par lesquels les activités vont pouvoir atteindre les effets visés. Et puis, c'est aussi la question de l'implémentabilité, donc la possibilité de mettre en œuvre l'intervention sur les territoires, de sa viabilité et de sa dissémination via son transfert ou sa mise à l'échelle. Un mot dès maintenant sur ces données qui sont très vastes et qui peuvent être très lourdes. Bien sûr, elles ne sont pas toujours toutes acquises préalablement, donc dans la construction des interventions. Et donc, quand elles ne sont pas acquises préalablement, elles font l'objet de recherches, enfin d'évaluations, de requêtes dans les évaluations des interventions. Le troisième groupe de données probantes qui peut être évoqué, le quatrième pardon, et dernier groupe, c'est celle qui concerne la portée de l'intervention. Et finalement, là, l'intervention de PPS qui est proposée, elle est toujours proposée dans le but de répondre à un problème qui est lié à la santé, au système de santé, mais au service de la population ou de la société. Et dans cette mesure-là, l'intervention, ça implique que l'intervention, elle ait la capacité de toucher les personnes visées et de toucher un plus grand nombre, donc que sa couverture soit en phase avec les moyens mobilisés. Et là, on a un petit peu toutes les familles de données probantes qui sont mobilisables et qui sont exigeables, on va dire, dans des projets de prévention et de promotion de la santé. Alors, ça fait beaucoup de données. Donc, j'en profite, je le dis tout de suite. Euh, Peut-être pour ne pas se méprendre, je crois qu'il faut souligner que encourager le développement d'interventions qui sont fondées sur les données probantes, c'est pas seulement encourager le développement d'interventions dites probantes, d'interventions plus clés en main, de programmes validés. Et je n'irai pas plus loin sur ce thème. C'est aussi l'objet d'une intervention, je crois, de Pierre Arvidson tout à l'heure. Une intervention fondée sur les données probantes, ça renvoie donc à de nombreuses familles de preuves, ça on l'a vu. Et ça peut s'illustrer par différentes situations, par des interventions donc validées, on va dire, clés en main ou programme validé. Ça peut s'illustrer également par des interventions qui mobilisent des théories, des principes ou des leviers interventionnels probants. En dehors du programme strict de l'intervention. Donc là, je pense par exemple à l'action par les pairs, pardon, ou repérage précoce et intervention brève, RPIB par exemple, mais on a plein de leviers comme ça, de stratégies validées qui ne sont pas pourtant des programmes appliqués. Et puis, on peut avoir encore une autre situation qui est une situation d'innovation. Donc, en bref, favoriser une politique de PPS probante, même si c'est toujours aller vers la quête de la majorité, on va dire, des données probantes disponibles. C'est pas seulement encourager les seuls programmes identifiés comme programmes, c'est aussi identifier parmi les projets de PPS qui sont développés dans les territoires, ceux qui rassemblent finalement suffisamment d'éléments probants, ceux qui peuvent être accompagnés dans cette voie au cours du temps et des évaluations successives, et ceux qui sont trop faibles ou qui sont développés à rebours des données probantes, ça existe aussi. Euh, une place doit être aussi laissée, bien sûr, pour l'innovation et le développement d'expérimentations d'intervention, quand c'est appuyé sur des évaluations solides ou sur de la recherche en santé des populations, la recherche interventionnelle. Donc la proposition d'intervention, en somme, elle peut correspondre à différents cas.
Le premier cas, donc l'intervention, elle correspond à un programme existant et validé. Le second cas, c'est une intervention qui n'est pas validée en tant que telle, mais qui repose elle-même sur des méthodes, des théories, des leviers qui, eux, sont validés, qui, eux, sont éprouvés. Et puis le troisième cas, c'est quand l'intervention est une innovation. Et ces différents cas, elles vont convoquer finalement des exigences communes et des exigences qui sont différentes quant à la mobilisation et la production de données probantes, qui sont différentes dans les attentes, hein, puisque bien sûr ce ne sont pas les mêmes questions laissées sans réponse dans les trois situations, et puis ce ne sont pas non plus les mêmes moyens mobilisés et mobilisables dans les trois situations pour aller vers l'intervention dite probante. Dans tous les cas, on va toujours rechercher à rassembler, à acquérir les données probantes sur la pertinence de l'intervention, sur la mobilisation des bonnes pratiques de l'intervention et sur la portée de l'intervention également dans sa construction. Par contre, dans les critères de validité que je vous ai nommés tout à l'heure et qui sont un ensemble assez vaste, eh bien, on va rechercher certaines caractéristiques de façon très différenciée selon les situations. Donc, je ne vais pas rentrer particulièrement là-dedans, mais il est évident qu'on ne va pas chercher à démontrer la même chose dans une innovation qui est une invention, on va dire, de toute pièce d'un dispositif interventionnel ou dans un programme qui a été maintes fois validé, qui a obtenu des résultats semblables en différents territoires, etc., et qui permet de présenter, on va dire, un certain nombre de données d'emblée. Alors, une autre idée qui est importante à évoquer, et je finirai là-dessus, c'est que ces données probantes, on en parle beaucoup sur la construction des interventions, parce qu'on en parle beaucoup finalement sur le processus de sélection et d'instruction des interventions pour la santé des populations, des interventions de prévention et de promotion de la santé. Mais ce n'est pas seulement, bien sûr, lors de la construction des interventions qu'il faut les envisager et qu'il faut les intégrer. En fait, elles interviennent tout au long de la vie de l'intervention. Il y a une vraie dimension temporelle, on va dire, dans la production et dans l'intégration des données probantes, de la construction de l'intervention à son évaluation, dans la vie d'expérimentation aussi. Et puis là encore, on va toucher à différentes familles de données probantes selon le cas, la situation dans laquelle on se trouve et les données acquises ou non. Ce qui fait porter un regard sur l'évaluation et la création des données probantes, l'évaluation et la mobilisation, pardon, des données probantes, puisque finalement, l'évaluation, elle prend une place très importante dans l'encouragement d'interventions fondées sur les données probantes. Et donc, il y a des choses qui sont à acquérir finalement, à prouver à différents temps du développement de l'intervention. Et donc l'évaluation, c'est bien sûr une façon de rendre compte de ce qui a été réalisé, on en a l'habitude. C'est une façon de rendre compte de la bonne utilisation des ressources, des fonds qui ont été alloués à l'intervention, mais elle est aussi motivée pardon, par d'autres finalités. C'est forcément faire et soutenir ce qui est utile et efficace et s'en assurer, et c'est vrai dans la construction comme dans l'évaluation. C'est également, bien sûr, un outil de prise de décision, pas seulement pour le financeur, pas seulement pour le législateur, mais pour le porteur de projet aussi, qui va pouvoir prioriser et planifier finalement l'intervention de santé ou la politique de santé au niveau supérieur selon les résultats évaluatifs. Et puis, c'est aussi un moyen d'identifier les points forts, les fragilités de l'intervention, de l'améliorer et d'ouvrir les expérimentations vers des perspectives de transfert et de mise à l'échelle pour bénéficier au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on va rechercher dans l'instruction des interventions pour la santé des populations. Et je vous propose donc de conclure sur ces quelques messages clés qui ont guidé un petit peu ma présentation aujourd'hui. J'insiste une dernière fois sur l'importance, bien sûr, des données probantes dans la construction et la sélection des interventions de PPS. Un mot pour rappeler que les données probantes, elles correspondent à la fois aux données scientifiques, aux données expérientielles et aux données contextuelles et qu'on ne peut pas se passer d'une des familles des données pour informer la décision et pour informer donc l'intervention. Ces données, elles ont vraiment toutes un rôle à jouer dans la probance de l'intervention. On l'a vu, la contextualisation, l'ancrage de l'intervention dans le contexte et dans les pratiques en PPS est primordial. Les données probantes, elles ne concernent pas non plus que la seule efficacité des interventions. Ce n'est pas le maître mot de la donnée probante, hein. Il y a l'efficacité, mais il y a vraiment d'autres catégories à explorer dans notre champ, en tout cas, de la santé publique et de la PPS. Les interventions fondées sur les données probantes, ce ne sont pas que des interventions
probantes dites clés en main ou des programmes validés. C'est aussi des interventions qui sont fondées sur les données probantes. Et ça, c'est un exercice que d'apprendre à le justifier, d'apprendre à le montrer. Mais bien souvent, on mobilise ces données probantes dans la création, dans l'échafaudage, on va dire, d'un nouveau projet. Euh, il y a aussi l'idée que il y a comment dire une ambition forte dans cette perspective de données probantes, mais il y a aussi des limites très très concrètes qui nous obligent à avoir une posture assez pragmatique. C'est que même si on va viser le maximum de mobilisation de données probantes, eh bien l'enjeu c'est de mobiliser d'abord les meilleures preuves qui sont possibles, les meilleures preuves qui sont disponibles parce qu'on n'a pas toujours, bien sûr, ces données-là sous la main, et on a même rarement ces données, notamment en contexte français ou sur certaines thématiques particulières de la PPS. Donc, on va être invité à emprunter, on va dire, ces données-là ailleurs, dans d'autres champs disciplinaires ou dans d'autres thématiques qui sont voisins, on va dire, de nos interventions. Donc, les données probantes, elles se situent à la fois dans la construction et dans l'évaluation des interventions. Et puis, un mot encore pour dire que toutes les interventions, toutes les situations ne requièrent pas, bien sûr, la mise en place des mêmes dispositifs évaluatifs et des mêmes exigences quant aux données probantes. Voilà pour moi, je vous laisse, si vous le souhaitez, intervenir sur cette présentation.